aides qu'on va vous détailler aujourd'hui, mais juste avant, il y a une absente dans la liste des aides qu'on va vous présenter. Par rapport aux 2 années précédentes, il n'y a plus d'aide maintien à la bio, l'aide qu'on appelait MAB. Cette aide, qui avait disparu dès 2017, avait été réouverte à titre exceptionnel pour les années 2023 et 2024. Elle n'existe pas pour l'année 2025, donc on ne l'aborde pas au cours du webinaire. Pascal, à toi. Oui, merci Hélène. Donc, vous voyez apparaître le programme du webinaire. On va parler de la CAB, donc ça se passe au niveau de la PAC, l'aide à la conversion agriculture bio qui existe toujours. On va parler des BCAE, de l'éco-régime, de l'aide couplée au veau bio, des MAEC. Ensuite, ça sera terminé pour la PAC et on passera au crédit d'impôt bio. Ensuite, les aides à l'investissement, aide IPAGE à l'investissement pour les équipements d'élevage, les aides IPAGE végétales, les aides à la structuration des filières dans le territoire et l'aide d'urgence aux exploitations touchées malheureusement par la FCO. Voilà, donc Hélène, je te laisse la parole pour démarrer avec la CAB. Et ce sera Frédéric. Et du coup, c'est moi qui prends la parole. Bonjour à tous. Du coup, je vais commencer par les aides à la conversion à l'agriculture bio. Donc, une aide qui comme les années passées, est liée à la parcelle, est demandée à la parcelle. Hein. Alors, soit lors de l'engagement bio de la ferme ou lors d'un agrandissement, d'acquisition de nouvelles parcelles. Donc, cette aide-là, elle se demande via le dossier PAC à remplir avant le 15 mai qui suit l'engagement. Il y a une dérogation pour pouvoir la demander la deuxième année également, mais au-delà, on ne pourra plus demander l'aide à la conversion si la parcelle a été engagée en bio avant. Cette aide, elle est versée du coup pendant 5 ans, indépendamment du coup de la durée de la période de conversion des productions, hein, qui sont plutôt de 2 ans, par exemple, sur des cultures annuelles. Au-delà d'un seuil de 300 € et dans la limite d'un plafond de 25 000 € par ferme et par an, sauf sur des zones à enjeu haut, on pourra vous préciser sur demande s'il y a des besoins. Alors, cette aide-là, les montants n'ont pas changé. Vous avez le tableau récapitulatif ici. Donc, à retenir que par rapport à la prairie, il y a une obligation d'engager un minimum de cheptel, 0,2 UGB par hectare, à partir de la 3e année de la demande. Donc, si on engageait aujourd'hui des prairies et on demandait l'aide, il faudrait qu'en 2027, on ait au moins un cheptel en bio. À rappeler aussi que la première année d'engagement détermine la catégorie du montant de l'aide. Donc, si je prends l'exemple de la culture annuelle, je fais un blé cette année, et puis l'année prochaine, je fais des pommes de terre, donc qui sont dans la catégorie légumière de plein champ, à 450 €. Je serai plafonné à 350, puisque la première année était dans la catégorie 350. Voilà pour cette partie. Donc, si jamais vous, entre le 15 mai 2025 et puis le 15 mai 2026, vous avez besoin de rompre un contrat CAB sur une parcelle, ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe au niveau des aides? Donc, soit vous rompez votre contrat CAB assez tôt, hein, en mai, juin, juillet ou même automne. Dans ce cas-là, évidemment, la CAB sur cette parcelle ne sera pas payée. C'est là où j'ai mis non-paiement. Ou alors, si vous la rompez assez tardivement, en janvier de l'année prochaine, et si les paiements sont faits dans les temps, on vous demandera de la rembourser. Mais donc, on rembourse une seule année, où on n'est pas payé une seule année, et il y a ensuite une pénalité qui est à la hauteur de 0,5 fois le montant de la CAB sur cette parcelle. Ça, c'est pour le cas de la rupture. Ensuite, on vous précise que quand une parcelle elle a bénéficié de 5 ans de contrat CAB, la parcelle devient inéligible à la CAB pendant les 5 années qui suivent. Maintenant, on passe au cumul. Alors, la CAB sur une même parcelle peut se cumuler avec les aides du premier pilier. Donc, on en cite quelques-unes ici, les droits paiement de base, les DPB,
mais aussi les autres aides du premier pilier que demandent souvent des bio, les aides couplées aux légumineuses. Aussi, au niveau des aides du deuxième pilier, certaines des mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC. Pascal détaillera plus loin les MAEC. C'est aussi cumulable sous certaines conditions avec l'éco-régime, on va voir juste après, et le crédit d'impôt, c'est cumulable, et on va détailler juste après. Qu'est-ce qui est interdit au niveau du cumul? On ne peut pas cumuler sur une même parcelle une CAB quand on est engagé dans les MAEC système, par exemple les MAEC système élevage. Aussi certaines MAEC qui demandent des engagements à la surface, quand c'est considéré comme trop redondant avec le cahier des charges bio, quand on doit limiter les pesticides ou certaines fertilisations, par exemple. Et dans la plupart des cas, c'est interdit. On ne peut pas avoir des contrats CAB sur une ferme et être aussi engagé dans des aides qu'on appelle PSE, les paiements services environnementaux, qui ne sont pas ouverts partout en Grand Est. Il y en a en Lorraine, il y en a en Alsace. Il y a certains PSE qui sont cumulables avec, qui sont possibles dans des fermes où il y a un contrat CAB, mais la plupart du temps, il faut choisir entre PSE et avoir des CAB. Je crois que c'est la dernière diapo pour les CAB. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas dans la conversation. Ok. Pascal. Voilà, pour compléter PAC, dans Télépac, vous avez les BCAE. La première concerne le maintien des prairies permanentes. Pour la BCAE 1, on n'est plus obligé de maintenir les prairies, mais d'un autre côté, quand on est en zone vulnérable, alors c'est le cas notamment dans la plaine alsacienne, vous êtes obligé de maintenir les prairies permanentes. Et on peut toujours déplacer une prairie à un endroit à un autre avec un accord préalable de la DTT de son département. En BCAE 7, la rotation des cultures, toutes les fermes 100% bio en conversion sont exemptées de cette BCAE. Et pour la BCAE 8, la biodiversité et les paysages, il n'y a plus de taux minimum d'infrastructures agro-environnementales. C'est déjà fini pour les BCAE. Voilà, on va passer directement à l'éco-régime. Ouais, il n'y a pas de questions, Chloé? Alors, on passe à la première aide du premier pilier dont on voulait vous parler. C'est l'éco-régime. Pas de changement hein, pour ceux qui connaissent par rapport à 2023 et 2024, à part sur le montant légèrement. Donc, on rappelle, pour bénéficier de l'éco-régime, il faut avoir au moins un droit à paiement de base, un DPB, ou une fraction, c'est-à-dire que 0,1 DPB disponible sur la ferme, ça permettrait de devenir éligible à l'éco-régime. Pour accéder à l'éco-régime, il y a 3 voies d'entrée différentes qui sont appelées pratiques agroécologiques, certification et biodiversité. On ne rentre pas dans les détails de toutes ces voies-là. Nous, on veut vous parler ici de la voie certification et en particulier certification bio. C'est ce qui permet d'obtenir le montant maximal au niveau de l'éco-régime. Le maximum, quand la nouvelle PAC a démarré en 2023, prévu pour cette certification bio était de 110 € par hectare, mais il y a eu beaucoup de demandes d'éco-régime, pas seulement au titre de la certification, hein, mais aussi des autres voies d'entrée. Ça a diminué le montant par hectare qui était prévu pour les bio. Si on se base sur l'année précédente, le montant devrait être d'environ 94 € par hectare. Je précise dès maintenant qu'on peut cumuler l'éco-régime avec le crédit d'impôt bio. On reviendra sur le crédit d'impôt tout à l'heure. Alors maintenant, l'éligibilité pour les producteurs, productrices qui sont en bio. Si on est une ferme en bio, avec une conduite bio, même s'il y a encore des parcelles, toute la totalité ou une partie des parcelles qui sont en période de conversion, il y a bien éligibilité possible. Par contre, il faut veiller à avoir au moins une parcelle dans Télépac qui n'est pas couverte par un contrat CAB. Ensuite, on précise qu'une ferme mixte, qui a donc une partie gérée en conventionnel et l'autre partie qui est en bio ou encore dans ses années de conversion, n'est pas éligible. Donc l'éco-régime, avec le montant maximal voie certification bio, n'est éligible que pour les fermes qui sont bio.
Si jamais vous êtes dans le cas de la mixité, eh bien, il est quand même possible de demander un éco-régime comme le reste des agriculteurs, mais en prenant la voie d'entrée, par exemple, pratique agroécologique, et le montant par hectare, il est 30 € de moins par hectare. Si un qui souhaite poser des questions, tous vos micros sont coupés pour éviter les interférences, mais n'hésitez pas à réactiver votre micro et à poser une question à l'oral si vous le préférez. Alors, avant de commencer, il y a quelqu'un qui a une question. Vous pouvez réactiver votre micro et poser la question. Oui, vous m'entendez là? Très bien. Oui. Lorsqu'on a fait les 5 années de conversion, donc là on est en première année bio, enfin comment on peut dire, ouais, bio. Comment ça se passe? Il faut une parcelle qui soit pas déclarée bio pour l'éco-régime ou... Non, alors en l'occurrence, si c'est au-delà des 5 années qui suivent l'engagement, il n'y a donc plus aucun contrat CAB Oui, dans Télépac. Donc là, il n'y a pas de problème. ok. Voilà. La question se pose plus pour des gens qui engagent leur ferme en bio et qui ont des contrats CAB sur la totalité des surfaces. Oui. Ces gens-là, pour demander l'éco-régime, il faut qu'ils décochent, il faut qu'ils choisissent une parcelle sur laquelle ils ne demandent pas la CAB pour pouvoir bénéficier de l'éco-régime. Merci. C'est bon, Chloé? Ouais. S'il y avait d'autres questions, mais sinon on peut passer à la suite. Ah, il y a une question. Oui, c'est une question, c'est Dorothée. Donc du coup, j'ai une question, mais en fait, je pense que c'est pas possible. Bon, nous, on est arrivé en fin de CAB ça va être la 2e année où on n'a plus de CAB. Et quand on était en conversion, en fait, on n'avait pas pu mettre toutes nos parcelles parce qu'on était au plafond. Et du coup, on a des parcelles qui ont jamais, il y a plein de parcelles qui n'ont jamais bénéficié de la CAB. Oui. Et ces parcelles-là, par contre, on avait demandé la MAB. Oui. Ces parcelles-là, on peut plus demander de conversion dessus. De CAB, non, parce que Frédéric, il a expliqué tout à l'heure. Oui, mais je suis arrivée un petit peu en retard, je suis désolée. Mais pas de problème, on répète pour toi, Dorothée. La CAB, normalement, il faut la demander le 15 mai qui suit l'engagement en bio, et c'est encore rattrapable l'année d'après. Mais dans ton cas, surtout si tu me dis que tu avais demandé la MAB sur ces parcelles, ça veut dire qu'elles étaient déjà... En fait, non, j'ai pas demandé si je fais tout le tour, j'ai pas demandé la MAB sur toutes les parcelles, parce qu'à chaque fois, j'ai demandé sur toutes les parcelles, mais la DDT m'a rabioté parce qu'on savait jamais exactement... voilà comment ça allait tourner, donc moi je déclarais tout. Mais bon, il y a des parcelles qui n'ont jamais eu d'aide, ça c'est sûr. Mais tu peux vérifier si tu as des parcelles qui ont été engagées il y a moins de 2 ans. Non, c'est bon. Tout a été engagé à peu près en même temps, quoi. C'est ça, on a été trop pressés. Voilà. Et du coup, vous avez le crédit d'impôt bio, il ne faut pas oublier. Oui, il faudra voir parce que crédit d'impôt bio, du coup, on va se le partager entre les associés. Oui. Ouais. Ça dépend si vous êtes en GAEC ou non. Oui. Non, on n'est pas en GAEC, on est en société ARL. Non, mais bon, voilà, c'est tout. C'est pas grave. C'est pour avoir la confirmation de ce que je pensais. Je voulais en être sûre, mais par contre, le coup effectivement, le truc d'avoir une parcelle qui ne soit pas engagée dans la CAB pour avoir l'éco-régime bio, ça, je ne savais pas. Je viens d'apprendre. Et l'an dernier, on spécifiait, c'était un peu plus compliqué parce que pour les fermes qui étaient historiquement en bio et qui n'avaient pas acquis de parcelles récemment, donc qui n'avaient pas de petites CAB qui traînent, ces fermes-là avaient tout mis en MAB. Et donc, on spécifiait la même chose pour la MAB. On disait il faut qu'il y ait au moins une parcelle qui n'ait pas de MAB. Malheureusement, cette année, c'est simplifié parce qu'il n'y a pas de MAB, donc on parle juste de la CAB. Chloé, il y a une question ? Voilà, c'était juste ça. Nous, on n'a pas eu de problème parce qu'on est en fait une ferme trop grosse, alors on était au-dessus des... voilà. Où le plafond est trop bas. Voilà. Donc, on n'avait pas vu ça, mais c'est vrai que ça, c'est un truc que je ne savais pas et c'est histoire de rendre les choses encore plus compliquées, quoi, en fait, j'ai l'impression, parce que franchement, voilà, c'est tout, commentaire. Je coupe le micro. Merci Dorothée. Donc il y a une question dans le chat là. Quelqu'un qui est certifié en bio en viticulture depuis 2022. Donc il n'y a plus d'aide puisque la MAB a été supprimée et ils ont reçu l'année dernière la CAB. Et donc quelles sont les autres aides?
Et on va peut-être aussi les détailler. Donc normalement, il a encore de la CAB, hein. Normalement, il y a encore de la CAB parce que certifié. Alors, quand on entend certifié bio depuis 2022, on ne peut pas savoir si l'année 2022 c'était la première année de demande de la CAB ou si ça faisait déjà 3 ans que le vignoble était engagé en bio, auquel cas il restait plus que 2 ans de CAB. En tout cas, si cette personne-là n'a plus de CAB, parce qu'il est au-delà des 5 ans de l'engagement, effectivement, il y avait encore la MAB qui était possible, qui a disparu. Donc les autres aides, alors on vient de parler de l'éco-régime, hein, par exemple, hein. L'éco-régime, on peut préciser qu'en viticulture, ça fait partie des systèmes de production, des domaines qui ne disposent pas de DPB. Sauf si, dans ces domaines, il y a aussi quelques terres en plaine céréalière, où là, il y a des DPB qui permettent d'activer l'éco-régime. Attention, on parle de montants de 90 € par hectare, hein, pour l'éco-régime, donc ça ne remplace pas la MAB ou la CAB. Donc les viticulteurs qui, alors là, il est un peu tard par rapport à la PAC, hein, mais on peut le mettre en place l'an prochain. Des viticulteurs bio qui voudraient avoir une fraction de DPB pour pouvoir activer des éco-régimes, on pourrait s'occuper de ça. Mais là, c'est un petit peu tard pour le faire pour cette année en PAC. Et après, il restera le crédit d'impôt, dont on parlera tout à l'heure. On va passer à l'aide au veau bio. Alors, a priori, en viticulture, l'aide au veau bio, c'est moins facile. En viticulture et pour le reste des productions d'ailleurs, parce que l'aide au veau bio, c'est une aide qui n'est pas beaucoup demandée. Alors, je vous la décris quand même, hein. Il y a quelques critères à respecter. Donc, évidemment, il faut être agriculteur actif et avoir élevé des veaux au cours de l'année civile précédant la demande et être engagé également lors de l'année précédente, donc avoir été engagé avant le 31 décembre 2024. Et joindre le certificat, évidemment. Donc, sont éligibles les animaux de type race à viande, hein, ou mixte, ou issus d'un croisement d'un de ces types ratios. Tous les types ratios sont bien décrits dans la notice que vous pouvez trouver sur le dossier PAC. Ils doivent être élevés évidemment en bio et détenus au moins 45 jours sur exploitation, avec un abattage du coup dans l'année qui précède la demande, et avoir un âge entre 3 et 8 mois, et répondant à des critères de qualité minimum, donc des qualités de conformation, hein. Je crois que sont exclus les catégories O et P pour la conformation. Pour l'engraissement, je ne vais pas m'avancer. Au niveau de l'identification, voilà, ils doivent avoir été identifiés et enregistrés conformément aux dispositions, hein, comme tous les animaux. La date limite de dépôt de la demande, le 15 mai, via le dossier Télépac aussi. Et à titre d'information, l'année dernière, le montant par animal était de 62,45 €. Voilà pour l'aide au veau bio. S'il y a des questions, on peut tenter d'y répondre. A priori, il n'y a pas de question. Ah, il y a une question de Dorothée. J'ai une remarque, c'est vraiment une aide au veau bio ou c'est une aide au veau de label rouge IGP et bio? C'est une aide au veau bio et au veau sous la mer avec une labellisation IGP et label rouge. Donc, par exemple, si j'ai des veaux sous la mer et que je fais label rouge, j'ai pas besoin d'être bio? Non, ouais, effectivement, c'est la même aide. Ouais. Ouais, voilà, non, mais parce que du coup, tu précisais qu'un des critères, c'était d'être en agriculture biologique. Voilà, Ouais, c'est pas forcément. c'est vrai Enfin, que bon, on est entre bio là à la Réunion, mais je voulais éclaircir la chose. Voilà, c'est tout. C'est bon? Ouais. Ça passe à Pascal. Oui, on va parler des MAEC, des contrats MAEC. Ce sont comme pour les contrats CAB, c'est souscrit pour une durée de 5 ans et qui ne concerne pas forcément tout le territoire, mais juste certains zonages. On peut cumuler les aides à la conversion bio avec certaines MAEC dites globales, comme la protection des races menacées, les MAEC pour les apiculteurs ou les créations de couverts d'intérêt faunistique et floristique, ou en Alsace, la protection du hamster. Par contre, on ne peut pas cumuler les aides à la conversion
à la parcelle avec certaines MAEC dites système, notamment la SHP, la surface herbagère pastorale. Il n'y a pas non plus, mais ça Hélène nous l'a déjà dit, il n'est pas possible non plus de cumuler une MAEC avec un PSE, un contrat pour paiement pour services environnementaux qui sont souscrits par certaines collectivités. Voilà, on va passer à la FCO s'il n'y a pas de questions. Non, pas de questions. Tu peux continuer. Tu nous entends, Pascal? Oui, oui. Oui, mais tu peux continuer sur la diapo avec la FCO, il n'y a pas de question. Attendez, il y a une question de Monsieur Barbier. Oui, on m'a dit, quand j'ai fait mon dossier PAC à la Chambre d'agriculture, que tous les dossiers n'allaient peut-être pas être acceptés en MAE. Est-ce que vous avez des infos là-dessus, en tout cas acceptés ou financés? Alors, acceptées, elles sont acceptées dans la mesure où elles sont dans le zonage précisé. Donc là, à mon avis, il n'y a pas de souci. Et au niveau budgétaire, je ne suis pas sûre qu'il y a des limites pour l'instant. Donc à ce jour, je ne peux pas vous dire si on dépasse ou non la limite des budgets des MAEC. Mais Sur a les priori, il faut la MAEC, demander, quoi. ouais, sur les MAEC, attention, ça dépend, c'est porté par des opérateurs. Donc la Chambre d'agriculture a un opérateur fréquent, ça peut être aussi une collectivité. Donc là, il faudrait qu'on sache où vous êtes. On n'aura pas forcément la réponse, mais si c'est une MAEC qui est en Champagne-Ardenne et qu'on ne connaît pas, on aura du mal à vous dire, ah oui, sur celle-là, il y a peut-être une attente, un problème de budget qui a été traité en commission régionale des aides. Donc, vous êtes dans quel territoire? En Meurthe-et-Moselle. En Meurthe-et-Moselle, ok. Bon, il y a eu la commission régionale sur les aides, qui concernait aussi les MAEC et la CAB la semaine dernière. Alors, j'ai pas connaissance de tension sur le budget pour ça, mais on peut le noter. Ou il faut redemander à l'opérateur, en fait. C'est la Chambre d'agriculture qui est opérateur sur cette MAEC, Oui. j'imagine. Oui. Il faudrait leur demander, parce que c'est pas une aide spécifique bio, mais heureusement, elle bénéficie au bio, c'est très bien. Mais donc, il faut se tourner vers l'opérateur dans ce cas-là. Ok. Merci. Donc en fait, j'avais encore mis cette diapositive parce qu'en cette année, on a des cas de FCO dans certains cheptels. Et il est donc recommandé aux éleveurs de se manifester en remplissant un formulaire de reconnaissance de force majeure, parce qu'à cause de la FCO, il est possible qu'on ne remplisse pas toutes les conditions pour certaines aides, notamment les aides animales, ICHN et des fois MAEC. Donc surtout, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pour rester quand même dans les clous au niveau de tous vos engagements au niveau de la PAC. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les MAEC? Ou sinon, on va passer au crédit d'impôt. Alors, en ce qui concerne le crédit d'impôt qui a été inscrit dans la loi de finances 2022, il me semble, il a été prorogé en 2025. Pour l'instant, on n'a pas de garantie pour les années suivantes. Le montant forfaitaire, donc il ne change pas là, il est toujours à 4 500 €, même montant que l'année dernière, avec des conditions pour l'obtenir. Donc, la ferme doit avoir 40% minimum des recettes agricoles annuelles qui proviennent de l'activité certifiée bio. On entend par là, en fait, on peut traduire ça en une production en deuxième année de conversion est éligible. Voilà, c'est plus simple. Pour les GAEC, donc on multiplie le montant par le nombre d'associés avec une limite de 4. Donc c'est une aide qui relève du régime dit de minimis. Donc l'aide de minimis qui est en cumul à 20 000 €, je crois, en plafond sur 3 années glissantes. Le cumul est possible avec l'éco-régime, sans condition, et avec l'aide CAB. Alors, on a toujours laissé MAM, mais l'aide CAB dans la limite de 5 000 € par an. Donc, si je traduis ça, vous avez 4 000 € de CAB, vous pouvez prétendre à 1 000 € de crédit d'impôt sur la même
pour obtenir ça, il faut cocher à l'électure de la déclaration de revenu de l'année, remplir le formulaire qui est associé, 2079 BioSD pour son petit nom, et vérifier que ce soit bien l'année concernée, donc 2025 pour cette année. C'est une aide qui est active, on peut la demander sur les années précédentes si on ne l'a pas faite, et au moins en tout cas sur les 3 exercices précédents. Ce n'est pas une déduction fiscale, donc si vous n'êtes pas imposable, on vous verse ce montant directement. Voilà pour le crédit d'impôt. S'il y a des questions. Oui, Dorothée. Oui, j'ai une question parce qu'un jeune me l'a posé là récemment. En fait, on y a droit à quel moment? Parce que lui, il est en train de se convertir, hein, et il me semble avoir lu, etc., que en fait, quand il est en C1, il n'est pas considéré comme bio. Oui, puisqu'il vend encore des produits d'avant. D'accord, donc c'est à partir du moment où il commence à vendre des produits en C2 qui peut être considéré comme bio. Ouais, sauf qu'on ne regarde pas forcément exactement les recettes. Les recettes perçues de l'activité bio, mais on regarde plutôt les années de conversion. Donc, s'il est en 2e année de conversion, ça passe en C2, hein, et s'il est en C1, mais ce n'est pas éligible en C1. Oui, parce qu'il m'a posé la question, voilà, parce que pour lui, c'était quelqu'un qui bosse depuis longtemps, mais qui voulait pas être en bio parce que ceci, parce que cela. Et puis je lui dis en termes de coûts, finalement, avec le crédit d'impôt bio, tu vas t'y retrouver, quoi. Et bon, voilà, il voulait savoir. Donc, c'est bon. Alors, ce que je lui ai dit, c'était bon. Enfin, je lui ai dit, sachant que je ne sais pas exactement, j'étais chercher dans les documents et c'est ce que j'avais compris. Il faut qu'il ait 40% de son activité qui soit bio. Oui. Et juste avant, Dorothée, avec aussi la petite limite que pour l'instant, c'est jusqu'à l'exercice, donc l'année fiscale 2025, donc la demande 2026. Mais après, il y a une inconnue, même si le réseau FNAB se bat pour le garder et même augmenter le montant. Mais donc, il faudra lui dire ça aussi. Ouais. Oui, ben, je lui ai dit ça aussi. Mais bon. Comme j'y crois tellement qu'on va le maintenir, voilà, c'est un peu mis sous le tapis, mais je lui ai dit qu'effectivement, il y avait encore un... Et du coup, donc pour les gars multiplié par le nombre d'associés, donc pour des associés de sociétés qui font chacun leur déclaration de revenus, on divise par 2. Enfin, si on est 2 foyers fiscaux, on divise par 2. Comment on fait? Oui, c'est ça. Bah, il y en a un qui le demande, oui. Ah, il n'y en a qu'un qui le demande? Oui. T'es sûr? Parce qu'en fait, c'est... Ouais. Oui, on peut On va pas. avoir que les 4 500 €, mais on ne peut pas faire une demande chacun de notre côté, de moitié. Non, il me semble pas. Alors, je vais vérifier et je pourrais te répondre, mais il me semble pas. Je pense qu'il n'y en a qu'un qui le demande. Et du coup, comment après, fiscalement et financièrement, comment on se répartit, quoi? Parce que... Bonne question. Parce que si c'est moi qui bénéficie des 4 500 €, logiquement, je vais les reverser à mon associé, mais qui n'est pas dans le même foyer fiscal que moi. Et du coup, ces mouvements d'argent, enfin, comment ils pourraient être considérés par le fisc? En fait, c'est réparti en fonction de la clé des parts sociales. Il y a un formulaire à remplir par rapport Oui, je pense qu'on demandera chacun de notre côté. Oui, mais il y a une autre clé. Mais je suis pas sûr que ce soit prévu dans le formulaire, justement. C'est pour ça que j'ai un doute. Moi aussi, je suis pas sûre que ce soit prévu parce qu'on a le même cas, on a le même problème quand on a nos crédits d'impôt formation. En fait, du coup, comme moi, quand je vais en formation, au lieu d'avoir le crédit d'impôt en entier, j'ai que la moitié, puisque je suis à 50%. Et en fait, mon associé n'y a pas droit. Donc, enfin voilà, c'est un peu bizarre. Parce que là, le crédit d'impôt formation, c'est un peu spécial parce que c'est personnel, c'est pas un groupe qui va en formation, c'est une personne. Mais du coup, j'ai droit qu'à la moitié et enfin bon, un peu bizarre. On va prendre les questions suivantes. Et toi, Frédéric, tu essaieras d'ici la fin de la présentation de voir si tu trouves la réponse. Alors, ok. Alors les questions. Il y avait une Merci. question. Oui. Merci Dorothée. Il y avait une question de Charlotte Le Galley.
Merci beaucoup. C'était par rapport justement à cette histoire d'éligibilité à partir de l'année de conversion, la deuxième année de conversion. Je voulais savoir si ça c'était vraiment établi ou moi je suis viticultrice, si mes bouteilles, enfin je n'aurai pas 40% de mon chiffre en C2 qui sera issu de ma production certifiée bio. C'est des bouteilles qui restent sur là pendant 3 ans, donc mes produits bio, ils vont être vendus, là je suis en C2, ils vont être vendus dans 4 ou 5 ans. Donc est-ce que pour autant, est-ce que je suis quand même éligible ou pas? On va estimer en fait la production, du coup, la production des raisins qui va servir à faire du vin. Il ne faut pas raisonner, je pense, les 40% là, ils l'ont mis surtout pour des mixtes, des gens qui n'auraient pas toute leur activité en bio. Enfin, en tout cas, tous les viticulteurs qu'on connaît, ils demandent dès la deuxième année de conversion et il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, ok, merci. 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 Il y avait une question de Monsieur Bouton. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question, nous, on est maraîchers. On a la totalité des terres qui sont en conversion, d'autres qui n'y sont plus. Et nous, on demande le crédit d'impôt. Je vois que c'est en minimi. Mais le problème, c'est que nous, on a toujours demandé le crédit d'impôt. Sur source des chambres, nous, on peut demander les crédits d'impôt. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas cumulable en totalité. Pourquoi on ne pourrait pas toucher les 500 € plus les CAB? Alors, il y a une limite. Enfin, dans le formulaire, on le voit bien, il y a une limite à 5 000 € quand on cumule avec des CAB. Alors, oui, je sais qu'il y en a qui ont demandé les deux, qui l'ont obtenu. Maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle et du coup, c'est passé, mais il y a un risque. Il y a un risque de contrôle a posteriori. de contrôle a posteriori, exactement. De toute façon, c'est 50 contrôles, c'est ça? C'est 5 années, ils peuvent revenir 5 années en arrière. Ouais, peut-être, ou 3 ans. Ouais, 3 ans, peut-être. Ok. En tout cas, la limite, elle est bien. Enfin, dans le formulaire, quand vous remplissez, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes obligé de déclarer les aides à la conversion à un moment donné. Et à ce moment-là, le calcul, il se fait avec dans la limite des 5 000 €. Ok. Très bien, merci. Et on va prendre la question suivante de Greg. Si le micro est activé? Oui. Alors, le micro est activé, mais on n'entend pas la question. Ou sinon par la conversation. Hein. Sinon, on peut peut-être, en attendant que le micro fonctionne, il y avait une question aussi dans le chat. Donc, quelqu'un qui demande pour demander le crédit d'impôt sur les années précédentes, est-ce que c'est fait par courrier ou est-ce que ça se fait au moment de la déclaration? Pour demander de façon rétroactive. Hein. Oui. Oui, ça se fait par. Ça se fait sur la déclaration, mais avec les formulaires des années précédentes. Donc, il faut bien distinguer les formulaires qui peuvent varier puisque les montants ont évolué. Et il me semble, maintenant c'est à vérifier aussi, il faudrait que je vous amène la réponse par ailleurs, mais il me semble qu'on peut déposer ces demandes-là directement via le formulaire en ligne. C'est-à-dire mettre le montant des 3 années directement et garder chez soi les différents formulaires. Bien remplis, quoi, pour chaque année. Okay. Et pour la question qui rejoint un peu celle d'avant, pour les SCEA, est-ce que c'est divisé ou est-ce que chacun peut percevoir? Pareil que c'est comme c'est la question de Dorothée, en fait, à vérifier, mais et donc, est-ce que le montant du crédit d'impôt, c'est bien 4 500 € pour l'année fiscale 2024 et 3 500 pour 2023? C'était 3 500 en 2023. Alors, c'était bien 4 500 € déjà pour l'année fiscale 2024. Je crois que c'était... Non, là on est sur l'année fiscale 2024. Oui, pardon. Oui, mais c'est ça. C'est pour 2024, il parlait de la demande, je pense, dans sa question. En fait, c'était 4 500 pour 2024, 4 500 pour 2023 et 3 500 pour 2022, qu'on demandait en 2023, effectivement.
Voilà, c'est bon. Et il y avait prendre une dernière question là de Monsieur Bouton. Ouais, quand on est, parce que là, moi, nous, on est au micro B1, et donc, du coup, quand on fait notre déclaration, ils nous proposent du RSA et ils demandent les aides. Alors, est-ce qu'on est obligé de rentrer le crédit d'impôt dans ces déclarations d'aide ou pas? Et avec les CAB, tout ça, ils demandent des IHN, enfin, les subventions d'État, en fait, parce qu'on prétend au RSA, et du coup, je me pose la question, est-ce que ça rentre en compte dans la déclaration? Nous, on n'a pas, je ne sais pas, peut-être que Pascal, à la Chambre, vous avez plus la réponse, mais a priori, oui. Hein. C'est pas une aide imposable. Mais quand même, il Ok. faut la déclarer, je pense. Mais alors, je ne connais pas les règles RSA, mais On n'a pas la réponse à ça, nous. Mais on suppose, vu comme c'est présenté, que oui, il faut la déclarer. Mais peut-être que quelqu'un est dans le même cas et peut intervenir. Ou Pascal, à la Chambre, si tu as cette réponse. Nous, on pense que oui, qu'il faut l'indiquer, ouais. J'ai Ok, aucune merci. idée du RSA. Je suis désolée. Le RSA, je ne sais pas. Ok. Il n'y a plus d'autres questions, du coup, on peut continuer. Alors, qu'est-ce qu'on avait après? Élevage, Pascal. Oui, on va passer aux aides aux investissements. Tout d'abord dans la filière élevage. Il y a 2 programmes qui sont en route. L'IPAGE élevage essentiel, avec certains investissements sur une durée limitée. Et d'autre part, un programme Ambition éleveur qui touche aussi à certaines aides à l'investissement et un accompagnement stratégique de l'entreprise. Pour commencer, l'IPAGE élevage essentiel touche les travaux de construction, extension, rénovation et aménagement de bâtiments d'élevage et certains équipements dont les logettes, ce qui est alimentation des animaux, protection sanitaire, stockage des produits animaux, pour la contention des animaux et l'ergonomie au travail pour les éleveurs. Il y a aussi des investissements pour l'adaptation au changement climatique, la ventilation dans les bâtiments, l'isolation des bâtiments, etc. Et certains investissements spécifiques à la filière apicole. Alors là, je disais que c'était sur un court moment. Le dispositif d'aide a déjà commencé au 1er avril et s'arrête au 30 juin. Il se fait directement sur un site internet qui s'appelle Europac et qui est ouvert à tous les agriculteurs affiliés à la MSA et les CUMA. Le montant de l'aide est de 20% de la dépense hors taxe, comprise entre 15 000 et 100 000 euros de plafond. Et juste pour ajouter, il y a des surplus, on peut aller au-delà des 20% selon qu'on soit JA, bio, etc. Je ne l'ai pas noté, mais ça existe. Et le principe, c'est du premier arrivé, premier servi. L'autre programme qu'on appelle programme Ambition éleveur, toutes les dépenses éligibles à l'IPAGE élevage essentiel sont possibles à l'exception du matériel apicole. Se rajoute à ces dépenses tout ce qui est ouvrage de stockage de fourrage et de séchage de fourrage, les ouvrages de transformation d'aliments à la ferme et de leur stockage, tout ce qui concerne la maîtrise de la ressource en eau, la performance énergétique, les outils connectés pour la gestion des troupeaux et des pâturages, les robots de traite, les racleurs automatiques, etc. Donc, en fait, le champ est beaucoup plus large. Le montant est aussi beaucoup plus élevé. Sur la diapo d'après. Les montants, c'est 40% de la dépense hors taxe comprise entre 30 000 et 150 000 euros. Et on peut monter à 250 000 euros de plafond pour les JA ou les jeunes installés et des projets à plus de 400 000 euros. C'est aussi ouvert à tous les agriculteurs affiliés à la MSA et pour les CUMA. Le dispositif d'aide est déjà ouvert depuis le 1er avril et il n'y a pas de date limite. On considère qu'il y a à peu près 3 ans d'ouverture. Et la déclaration doit d'abord se faire sur le site internet de la région Grand Est, www.grandest.fr. Un diagnostic technico-économique et stratégique est inclus dans la démarche du programme Ambition éleveur. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, il y a une question dans le chat, mais qui n'est pas forcément spécifique là, au programme IPAGE élevage. Alors, on n'abordera pas les aides HVE là, dans ce webinaire, ce sera spécifique aux aides bio. Et quelqu'un demande donc si on ne peut pas bénéficier du crédit d'impôt, est-ce qu'il est utile de déposer un dossier PAC? Si on peut bénéficier que du crédit d'impôt, est-ce qu'il est utile de déposer un dossier PAC? Pour le premier pilier, oui. On a intérêt, si on a des DPB, on peut toucher l'éco-régime, on peut toucher plein de choses. Oui, c'est pas exclusif. Mais si on est un petit maraîcher, qu'on n'a pas obtenu de DPB dans la réserve départementale, ou si là pas forcément. Alors il y a l'aide le forfait hein, pour Oui, petites fermes pour les maraîchères. petites structures, oui. Voilà. Donc ça dépend du cas un peu précis, hein. Mais Oui. on peut répondre aussi il existe évidemment des fermes bio, on n'a pas le pourcentage, hein, qui n'ont pas de dossier PAC. Ça existe évidemment parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt avec le peu d'aide qu'ils pourraient obtenir. Donc ça dépend de la situation. Tout à fait. Oui, je ne sais pas si même moi, je n'arrive pas à lever ma main. Je voulais juste intervenir par rapport aux IPAGE. Quand même, il faudrait prévenir les gens que c'est un peu, c'est pas compliqué, mais il y a énormément de retard dans le traitement des dossiers. Enfin, voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir une aide qui va rentrer en trésorerie très rapidement. Voilà, c'est tout. C'était un complément. On dira comme d'habitude, Dorothée, finalement. Non, IPAGE, c'est quand même très particulier. Et puis moi, la personne, elle m'avait prévenu. Moi, j'en ai déposé un l'an dernier au mois de mai. Je n'ai pas eu de nouvelles, à part le fait que c'était bon, c'était recevable et que, enfin, pas c'était bon, justement, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. J'ai été relancée pour un document complémentaire, j'ai été relancée là au mois fin mars. Et quand je les ai contactés un peu toute l'année, c'était voilà. Donc on m'a redemandé des pièces fin mars. Et les dossiers n'avaient pas été consultés du tout avant. Donc voilà. C'était juste qu'il faut que les demandeurs soient bien conscients de ça. Mais il faut les demander, c'est sûr. C'est tout. C'était déjà le dispositif IPAGE, Fred? Oui. D'accord. On avait déjà. Ok. Merci Dorothée. Il y a une question de Laetitia également. Oui, bonjour. Concernant le programme Ambition Éleveur ou IPAGE, même si j'ai bien compris qu'il y avait une sacrée attente sur les dossiers, est-ce que ça peut être une demande faite même si on a précédemment déjà eu un dossier d'aide à l'investissement sur bâtiment? Il faut attendre que le dossier soit terminé, l'initial, avant de redémarrer sur un autre programme, soit Ambition Éleveur, soit IPAGE élevage. D'accord, merci, c'est mon cas. Ok. Il y a encore une question dans le chat, alors qui concerne plutôt les MAEC, donc ce sera peut-être plus pour toi Pascal. Donc concernant la MAEC autonomie fourragère, il est évoqué un maximum de 80% d'herbe. Est-ce que ce plafond inclut les prairies temporaires et les luzernes ou uniquement les prairies permanentes? Alors, je suis désolée parce que je ne connais pas le cahier des charges de cette MAEC. Je n'en sais rien. Il vaudrait mieux demander à la Chambre d'agriculture de votre département. On n'en a pas en Alsace. Merci. Alors, on a quelqu'un qui nous précise, là on se posait la question, qu'en tant que chef d'exploitation agricole, il faudrait déclarer le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture bio dans la déclaration de revenus, même si on perçoit le RSA. C'est une aide fiscale distincte et qui n'est pas intégrée dans le calcul du RSA. Oui, tout à fait. Oui. Ok, merci. Il y avait une question plus haut aussi, tu as peut-être répondu directement dans la conversation, Chloé, sur une première demande de dossier PAC. On peut peut-être y répondre. Je crois que c'était une question qui demandait comment on faisait pour une première demande de dossier PAC et qui pouvait apporter de l'aide. Alors, on ne sait pas de quel département vient. Pardon, c'est les Ardennes. Et on suppose que les collègues de la Chambre d'agriculture des Ardennes font un service d'accompagnement pour Télépac. Voilà, donc il faut, comme partout, il faut appeler d'abord la DDT.
pour avoir un numéro package, pour ouvrir tout ça. Et ensuite, pour la première déclaration ou les suivantes, les chambres d'agriculture et d'autres organismes accompagnent dans la télédéclaration. Il y a une rectification, c'est dans le Bas-Rhin. Oui, pardon, c'était la question des Ardennes, c'était sur la MAEC. Pardon. Ah, alors dans le Bas-Rhin, eh bien, alors j'ai peur d'en oublier, Fred, il y a la chambre d'agriculture, il y a nous qui faisons l'accompagnement télépac. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je ne les connais pas tous dans le Bas-Rhin. Je sais que je connais dans le Haut-Rhin. Et donc, il y a aussi des OS, hein, des organismes stockeurs. Il y a des centres de comptabilité et de gestion qui font aussi. Par contre, est-ce que c'est encore possible d'appeler la DDT là, presque fin avril, pour avoir un numéro package et ouvrir pour la première fois un dossier PAC pour 2025? Ça paraît un peu tard, non? Ça se tente? Il faut les appeler aujourd'hui. Voilà. Ok, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer à la suite. Alors, dans la suite de l'IPAGE, je vais continuer moi sur l'IPAGE végétal. Donc voilà, c'est une première, ça fait suite au PCAE des années précédentes. L'IPAGE végétal est sorti du coup le 1er avril et est ouvert jusqu'au 30 juin. Donc l'IPAGE végétal, c'est donc avec un financement pareil, Europe Région et les 3 agences de l'eau réparties sur le territoire. Voilà, je ne vais pas détailler les conditions d'éligibilité, hein. Il faut être évidemment une structure agricole et puis obtenir un certain nombre de points sur des critères environnementaux, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ne répond pas à ce critère. Alors, il est réparti en 2 volets. Il y a le premier volet qui est plutôt sur les filières, donc il y a des aides sur la filière fruits et légumes, PAM, horticulture pépinière, pépinière viticole, houblon, tabac, semences, viticulture uniquement pour les cumas et les GI2E, pour de la fibre et les protéagineux légumineuses fourragères. Alors, je ne vous donne pas le détail de tous les investissements. Si je prends l'exemple des fruits et légumes, voilà, là-dedans, on retrouve en matériel éligible des serres, l'équipement de serres, tout ce qui est plantation et récolte, donc matériel de récolte. Si je prends l'exemple de la viticulture pour les cumas et GI2E, on a des pré-tailleuses, tailleuses, etc. Voilà, grosso modo, hein, sur demande, on peut fournir l'appel à projet que vous pouvez trouver aussi sur le site de la région, grandest.fr, dans la rubrique aide. Donc ce volet 1 sur les filières et il y a un volet 2 sur du coup pour réduire les impacts environnementaux et climatiques. Donc là on retrouve le matériel de lutte mécanique contre les adventices. Donc on entend par là les bineuses, les RC-tri, les houes rotatives, etc. Du matériel d'agriculture précision, donc tout ce qui est GPS, RTK, etc. Le matériel visant à réduire la pollution, donc épandage. Alors, c'est souvent des accessoires à mettre sur des épandeurs ou sur des outils qui existent déjà. Du matériel destiné au maintien des surfaces en herbe. Donc là, il y a beaucoup de monde qui était intéressé, mais c'est souvent restreint sur des zones à enjeu haut, donc sur des aires d'alimentation de captage dégradées. Et du matériel pour réduire les prélèvements de la ressource en eau, aires de lavage et remplissage. Matériel d'entretien des haies également, mais réservé souvent aux cumas. Donc il y a des conditions spécifiques selon le matériel. Il faut bien lire l'appel à projet. Il y a des plafonds en fonction du matériel, etc. Donc voilà, si vous avez un investissement à réaliser, il faut juste lire cet appel à projet et puis vérifier si vous êtes éligible ou pas. Donc le taux pour le matériel est de base de 30%, avec un taux maximum de 40% pour le volet 1 et de 55% pour le volet 2, puisqu'il y a des majorations derrière, donc 30% plus 5% quand on est JA ou nouvel agriculteur. Il y a une majoration de 10% pour les cumas et pour les bio. Il y a une majoration de 10% pour le matériel herbe uniquement sur le volet 2. Donc on a un plancher de dépenses éligibles de 4 000 €.
Donc, le matériel doit coûter au minimum 4 000 € et un maximum de 100 000, qui est monté à 175 000 pour les CUMA, GI2E. Voilà pour l'IPAGE végétal. Si vous avez des questions. Il n'y en a pas dans le chat et personne n'a levé la main. Donc, je pense que tu peux continuer. Donc, juste, le dépôt des dossiers se fait, comme pour IPAGE élevage, via Europac. Donc, tout est dématérialisé. Ça demande un peu de temps de faire la fiche de coordonnées. Ça demande du temps aussi pour faire le dépôt de la demande d'aide avec les devis qui vont bien. Un devis, 2 devis, 3 devis en fonction du montant du matériel. Tout ça est décrit dans l'appel à projet. En tout cas, voilà, on ne peut pas le faire en 5 minutes, quoi. Il faut se prendre un petit peu de temps. Et vous avez du coup jusqu'au 30 juin. Alors, ce n'est pas les premiers arrivés, les premiers servis. Là, on est en fonction du matériel et des critères de priorisation différents en fonction du financeur. Les agences n'ont pas toutes les mêmes critères, et la région non plus. Voilà. Du coup, s'il n'y a pas de questions, je passe à l'IPAGE transformation commercialisation. Même si on ne connaît pas encore de date pour cette année, à savoir que l'année dernière, il était ouvert du 2 mai au 15 octobre. Donc là, dans cet appel à projet, on a le matériel nécessaire pour la transformation. Donc, j'imagine un moulin, un four à pain, et puis la commercialisation, donc tout ce qui est chambre froide, etc. Donc là, c'est des taux à 20%, plus 5% quand on est jeune agriculteur, plus 5% quand on est en bio, avec un plancher quand même à 50 000 € et un plafond à 150 000. Alors, pour ceux qui auraient des projets inférieurs à 50 000 €, il y a encore une aide qui s'appelle mise en marché des productions agricoles sur le site de la région Alsace, qui prend tout ce qui est en dessous de 50 000 €, mais il y a un plancher quand même, peut-être de tête, ça doit être 15 000. Il y a une question de Dorothée. Oui. C'est une question, c'est une information complémentaire par rapport à l'IPAGE transformation commercialisation. Mais de toute façon, il est fini là, celui-là. Ah oui, il va être mis en place ça. Pour l'instant, on n'a pas de date connue. Ouais, c'est juste une information complémentaire. Moi, je m'étais posé la question pour une installation de triage de céréales à la récolte. Et ça passe, normalement, c'est inclus dedans. Voilà. Enfin, moi, j'ai pu faire mon dossier. J'avais appelé la technicienne de la région Grand Est qui s'occupe de ces dossiers-là. Elle s'est renseignée. Elle m'a dit que c'était bon. Donc, voilà, la première transformation qui consiste à trier ces céréales à la récolte, ça peut être financé par cet IPAGE-là. Il est possible aussi de financer via le volet 1 de l'IPAGE végétal. Ouais, mais si tu passes la date, par exemple. Ah oui, je sais pas, il va où? Il va jusqu'où le volet 1? Le volet 1, en fait, il va jusqu'où, pardon? Dans quel sens? En date. Le 30 juin. Ouais, tu vois, si pour des projets. Et là, il ne concerne que les protéagineux, légumineuses, fourragères, ouais. En termes de triage et de stockage-triage. Ouais. Ou quelqu'un qui veut compléter son installation de triage-stockage, voilà, c'est possible dans le volet transformation-commercialisation. A priori, si ça reste les mêmes règles que sur l'IPAGE de l'année dernière. Mais c'est bien de le préciser, Dorothée, parce que quand ces dispositifs d'aide étaient encore gérés différemment selon qu'on était en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace, il y a encore pas si longtemps, il y a 2 ans, 3 ans, il y avait une hétérogénéité. C'était possible déjà en Champagne-Ardenne et en Lorraine, vous aviez fait passer ça dans vos territoires, de faire subventionner des plateformes ou des installations de tri, séchage, stockage de grandes cultures. En Alsace, ça n'était pas possible. Ça s'appelait pas IPAGE, mais dans cette aide transformation à la ferme, on voulait un four, un moulin, quelque chose
chose qui évoque bien la transformation, mais le stockage, le séchage, le tri n'était pas considéré comme une transformation. Or, pour des personnes qui veulent passer en grande culture bio, c'est très important d'avoir ce minimum d'autonomie, de pré-tri à la ferme. Donc maintenant, c'est possible. En théorie, c'est possible. Si vous avez un problème avec ce genre de dossier, il faut revenir vers nous parce que ça devrait passer normalement, ce genre d'investissement. On peut passer à la suite. Alors, je continue sur. Il y a d'autres aides régionales hein, je ne vais peut-être pas détailler, mais voilà, pour que vous sachiez, il y a un dispositif nommé Axéo. Tous ces dispositifs-là, vous retrouvez ça sur le site de la région. Hein. Dispositif pour l'accès, l'économie et le pilotage de l'eau en agriculture. Donc là, on entend, il y a plusieurs volets, un pour l'élevage, un pour les productions végétales spécialisées et un pour la diversification. Donc, c'est tout ce qui concerne la récupération des eaux ou la rétention, le forage pour les productions spécialisées. Alors, production spécialisée, il doit y avoir là-dedans du maraîchage, enfin, tout ce qui est hors grande culture, grosso modo. Hein. Le taux d'aide, pour une étude éventuelle, c'est 80%. Et pour le matériel, 20%, plus 5% JA, plus 5% en bio et plus 10% pour les zones montagne. Voilà. Il y a une aide aussi aux investissements pour le développement et la rénovation des vergers, donc tout ce qui est plantes fruitiers et l'acquisition de matériel qui est lié à l'entretien du verger, donc avec un taux de 40%. Donc, il faut être en bio ou sur une démarche environnementale. Pardon, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus de plus? Voilà, il y a un montant par espèce par espèce arboricole. Donc voilà, aussi à consulter si vous êtes intéressé. Je peux passer à la suite. Je crois que c'est pas moi. En fait, là, on va vous parler d'aides qui sont un petit peu différentes. Toutes les aides précédentes, c'était des aides qu'un exploitant, une exploitante peut demander. Et là, on va passer à des aides qui sont éligibles pour un collectif de producteurs ou alors pour des opérateurs de l'aval d'une filière de valorisation de produits biologiques, donc des transformateurs, voire des distributeurs. Donc, il y a deux types d'investissements possibles ou deux types de demandes d'aide possibles, hein, soit pour faire une étude de faisabilité, pour développer je sais pas, une nouvelle filière lentilles dans un territoire. Sur les études de faisabilité, le pourcentage de prise en charge peut monter assez haut quand on parle de filière bio, jusqu'à 80%. Et il y a aussi une possibilité d'investissement matériel dans le cadre d'une filière, un nouveau silo, du transport, du stockage. J'ai mis environ 40%. Pour le bio, ça peut monter plus haut. Hein. Il y a eu quelques dossiers à 60%, mais ça, c'est vraiment après à voir avec les financeurs qui prendront la dépense. Donc, je parle ici du dispositif, c'est juste en dessous, qui s'appelle AMI, donc Appel à manifestation d'intérêt. Et son nom, c'est Filière favorable à la protection de la ressource en eau et biodiversité. Donc, les filières bio sont toujours éligibles. Il faut quand même vérifier selon les territoires. Il faut qu'il y ait un enjeu de protection de la ressource en eau ou un enjeu de biodiversité. Et les financeurs derrière ça, donc c'est la région Grand Est et les agences de l'eau Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Donc c'est une sorte de guichet unique quand on a un projet pour une nouvelle filière. Et ensuite, c'est peut-être l'agence de l'eau Seine-Normandie qui va le prendre, ou la région, ou l'agence de l'eau Rhin-Meuse, et c'est eux qui vont préciser le pourcentage de prise en charge. Donc c'est pas une aide individuelle à la ferme, mais si vous êtes dans un collectif de producteurs ou impliqué, vous êtes intéressé qu'un acheteur, un transformateur en aval et un nouvel investissement, vous pouvez solliciter ce dispositif. Il existe un deuxième dispositif qui s'appelle le Fonds Avenir Bio. On l'a rarement sollicité en région Grand Est. Il concerne des filières qui sont un peu plus grosses, qui brassent plus de volume.
qui ont un intérêt finalement national, au-delà de l'intérêt de filières de proximité. Et le financeur, celui qui présente le dispositif, c'est l'agence bio qui est gérée en partie par le ministère de l'Agriculture. Pour être un peu plus concrète, je vous donne des exemples de projets. Un qui a réellement eu lieu, la malterie Maltala dans le département du Haut-Rhin, qui vise la transformation à terme de 200 hectares d'orge brassicole bio et qui a pu bénéficier de ces subventions dans le dispositif AMI, filière favorable pour protéger l'eau, pour son matériel de malterie, du stockage. Et après, des catégories de projets, outils de tri, séchage, stockage. Donc, Dorothée en parlait à l'échelle de la ferme, mais plusieurs producteurs rassemblés ensemble pour une plateforme peuvent aussi faire appel à ce dispositif. Ou, par exemple, une fromagerie. Alors, pas une fromagerie à la ferme, hein, parce que là, on retourne au dispositif précédent, mais un fromager, un acteur de l'aval qui veut investir et valoriser le lait de plusieurs éleveurs bio. Ça pourrait être éligible. Voilà pour cette diapo un petit peu à part. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Et on passe à la dernière diapo. Donc ça, c'est un petit complément d'une information d'hier, ou d'avant-hier, est sortie une aide d'urgence aux exploitations touchées par la FCO. Je ne vais pas vous décrire grand-chose, hein. Il y a un appel à projet par ancienne région, donc à aller aussi consulter sur le site région. Pour les Champenois, les Lorrains et les Alsaciens, c'est un appel à projet différent. Je pense que les montants sont les mêmes. L'appel à projet complet je vous ai mis le site là en bas, et les montants sont répertoriés dans le tableau que vous voyez ici, en fonction de votre situation. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Après, il y a quand même des conditions, notamment d'attestation du vétérinaire ou des choses comme ça. Donc, la demande, elle peut se faire jusqu'au 22 mai. Donc, il faut s'y prendre assez tôt pour obtenir les documents nécessaires pour pouvoir demander cette aide. Voilà. Je vais juste, du coup, je crois avant les questions, je vais juste revenir sur le crédit d'impôt pour répondre à Dorothée. Du coup, dans le formulaire, je me suis avancé un peu. Le formulaire, il est au nom de l'entreprise. Donc, vous remplissez le formulaire au nom de l'entreprise et dans ce formulaire, il y a une rubrique qui donne la participation pour chaque associé. Donc, vous déclarez chaque associé le pourcentage de ses droits dans la société et ça détermine le montant à déclarer au niveau des impôts. Seuls les associés avec un statut agricole peuvent en bénéficier. S'il y avait des associés avec un statut non agricole, la part de celui-là est perdue. Du coup, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Dorothée. Et ça rejoint ce que Pascal disait. Il y a bien une part à préciser par associé dans une société et ça a sa place dans le formulaire, ouais. Oui, c'est ça, exactement. On a terminé avec tous les dispositifs qu'on voulait vous présenter. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, il y en a une sur la conversation. Chloé? Alors, est-ce que vous pouvez dire ce qu'il en est de l'ACJA pour cette année et pour les années suivantes? Non, on ne l'a pas précisé. C'est l'aide pour les jeunes agriculteurs, l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs. On n'a pas entendu parler de nouveautés ou de changements par rapport aux années précédentes dans vos réunions avec les DDT, Fred et Chloé, ça vous dit quelque chose? Non. Nous, on n'a rien de neuf là-dessus, Pascal? Au niveau de la PAC, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander pendant 5 ans l'aide aux JA aux jeunes installés via la PAC à partir du moment où on a voire une fraction de DPB. Oui, il y a aussi ça pour la CJA, oui, tout à fait. Il y a une question de Dorothée. C'est encore pas une question, c'est plutôt une remarque sur les aides du deuxième pilier. Parce que je ne sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive à la réunion ou pas. Notamment les aides aux protéagineux. Et oui.
On n'a pas détaillé parce que ça ne concerne pas forcément que les bio. Donc, mais Ouais. si vous avez Mais une en fait, question, c'était juste pour dire que les bio, en fait, on a enfin, en tant que bio, on a un problème. C'est par exemple, souvent on cultive les protéagineux en mélange avec des céréales. On est un peu obligé pour des problèmes d'enherbement, etc. Et du coup, si je prends le cas des févroles, on ne peut pas avoir l'aide aux protéagineux. Parce que ils ont changé le système de calcul de prépondérance. Et la prépondérance doit s'établir au nombre de graines semées. Par exemple, si vous faites de la févrole, du févrole, nous la févrole, on la fait toujours avec une céréale, en l'occurrence du blé. Si on fait une févrole blé, le nombre de graines de blé sera toujours supérieur au nombre de graines de févrole et du coup, on ne peut pas prétendre à l'aide protéagineux. Ouais, tout Et à ça, fait. c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et moi, je me suis fait contrôler cette année. Et voilà, je me suis fait prendre une claque. C'est de ma faute, j'étais au courant. Hein, mais je ne sais pas pourquoi. Mon cerveau a bugué au moment de ma déclaration. Voilà, donc il y a des plantes, il y a des associations pour lesquelles ça ne peut pas marcher. Et c'est un peu dommage, quoi. Je précise juste, Dorothée, il me semble que tu as dit que c'était une aide du premier pilier quand tu as pris la parole, sauf erreur Deuxième de ma pilier. part. Non, j'ai dit Voilà. deuxième pilier. Je m'en J'ai mêle bien dans ce dit que je dis. deuxième pilier. Non, mais justement, je m'en mêle dans ce que je dis. Il s'agit d'une aide du premier pilier, celle dont tu parles. Oui. Ah, je me trompe. Alors, pourquoi je Les aides directes. Non, ce que je voulais dire, c'est aide directe. Ouais, voilà. Bon, premier pilier, deuxième pilier, on s'en fiche un peu, mais comme on a dit tout au long de la présentation que, par exemple, la CAB ou l'éco-régime, c'était cumulable avec les aides du premier pilier, c'est pour ça que je me permets de repréciser cette aide aux protéagineux, c'est le premier Désolée, je pilier. pensais aide directe. Voilà, c'est tout. C'est parce que je n'étais pas sûre quand on en est parlé. Effectivement, je suis d'accord, c'est pas que pour les bio, mais justement, les bio, on a ce petit problème technique. C'est que souvent, on fait des cultures en mélange et du coup, ça fait que, moi, je considère qu'on n'est pas traité. Enfin, voilà, du coup, c'est pas encouragé puisqu'on perd la prime à l'hectare, qui peut représenter quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Oui, tout à fait. On avait si jamais il y a d'autres questions, on avait des diapositives masquées sur les aides du premier pilier qui peuvent être intéressantes pour les bio, mais pas spécifiques aux bio, comme celle que tu viens de citer, Dorothée. On a choisi de pas les présenter, hein, mais c'est pareil pour le forfait pour le petit maraîchage, ça peut être souvent demandé par des bio. Bon, on les a pas, on n'a pas montré les diapos, hein, mais effectivement, on pensera à se rajouter même pour nous, hein, pour le garder en mémoire, ce que tu as précisé. Sur le fait que c'est le nombre de graines dans le mélange semé qui compte. Il n'y a plus d'autres questions. Je peux clôturer. Dernière chance? Non. Tout le monde a faim. Eh oui, on clôture avec 10 minutes de retard cette année. Mais c'était bien, il y avait plus de questions et plus d'interventions. Eh ben, on vous remercie toutes et tous. Et puis, rendez-vous Merci. l'année Au revoir. prochaine. Et n'hésitez pas si vous avez, si vous avez besoin d'infos, vous avez les contacts ici. Et donc, le diaporama, comme on a dit, sera disponible sur nos sites internet respectifs. Oui, Chloé? Il y a une dernière question. De Jean. Il faut remettre le micro, Jean. Tu peux lui remettre, toi, Chloé? Merci, je voulais vous remercier. En fait, c'est pour ça que j'ai levé la main. Je ne maîtrise pas tout à fait le. Merci. Vous m'entendez? Merci. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup à tous. Allez, merci. Participation. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.